OK, bonjour tout le monde. On va se représenter très brièvement, Félix et Roxane. C'est nous qui est là aujourd'hui encore une fois avec un autre invité que je vais la laisser se présenter. Oui. Oui, allô tout le monde. Moi, je m'appelle Emmanuelle. Je travaille pour l'organisme SOS Grossesse. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà entendu parler d'SOS Grossesse ou qui avaient une idée un peu de ce qu'on fait comme travail. Mais brièvement, en fait, on est un organisme qui vient en aide à toute personne qui a des questions ou qui vit une problématique par rapport à la grossesse. Ça pourrait être, par exemple, une personne qui a des questions par rapport à la contraception, une personne qui a une crainte de grossesse, ou encore une personne qui vivrait une grossesse non planifiée, puis ce serait quelque chose de très stressant, puis elle aurait envie de parler avec quelqu'un des options qui s'offrent à elle. On a plusieurs services, on a une ligne d'écoute, on a un service de clavardage également là, sur notre site Internet, puis on va aussi beaucoup dans les écoles là, faire des ateliers d'éducation à la sexualité. Je sais qu'à SOS, vous êtes un organisme qui est pro-choix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, un organisme qui est pro-choix, en fait, c'est-à-dire que pour nous, toutes les options qui s'offrent à la personne sont toutes sur le même pied d'égalité. Souvent, quand on parle des options, on va parler des options là, par rapport à la grossesse, donc poursuivre la grossesse, interrompre la grossesse et l'adoption. On ne va pas orienter la personne, on ne va pas lui dire moi, dans ta situation, je prendrais telle décision ou je pense que ce serait mieux pour toi de prendre telle décision. C'est vraiment pas notre rôle. Donc, nous, on est là pour accompagner, pour donner des outils de réflexion, pour donner de l'information. Puis ensuite de ça, la personne, elle va prendre la meilleure décision pour elle-même selon son contexte, ses valeurs, son mode de vie, etc. Super! Puisqu'on parle des partenaires, est-ce que, mettons, moi, si mon amoureuse tombe enceinte, je pouvais vous appeler pour vous demander des conseils ou... Oui, certainement. En fait, souvent, on pense que SOS Grossesse, là, c'est juste pour les filles, mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'hommes là, qui nous appellent là, sur la ligne d'écoute ou qui viennent sur le clavardage. On parle d'environ une personne sur 10, là, donc un 10 Quand il y a une grossesse non planifiée, par exemple, c'est possible que le partenaire il vive toutes sortes d'émotions, lui aussi, de son côté. Il y a une décision à prendre, c'est pas toujours évident non plus. Des fois, les partenaires ont des questions par rapport justement à leurs droits, est-ce qu'ils sont obligés de s'impliquer ou non, comment qui peuvent favoriser la communication avec la partenaire aussi. Puis on regarde avec eux la situation parce que ça peut être justement rempli d'émotions. Puis ça fait du bien des fois de parler de ça avec une personne qui est extérieure là, à la situation qu'on vit. Effectivement. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, la grossesse et les questions un peu d'avortement. Donc, c'est vraiment notre thème de notre capsule. Donc, c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. Donc, la première question, je vais piger encore une fois dans ma super plante. La plante aux questions. Est-ce que je suis obligée de me faire avorter si mon chum me demande? Oui, en fait, c'est une excellente question. Donc, non, la personne, elle n'est pas obligée là, de vivre un avortement si, par exemple, son chum, son partenaire lui demanderait. Il faut savoir là, qu'au niveau de la loi, c'est vraiment la personne qui porte la grossesse qui va prendre la décision par rapport à ce qu'elle souhaite faire avec cette grossesse-là. Donc, le partenaire ne pourrait pas obliger sa partenaire ou la forcer, par exemple, à soit poursuivre une grossesse, interrompre une grossesse ou confier en adoption. C'est vraiment la personne là, qui prend la décision pour elle-même. Le partenaire, par exemple, il pourrait dire qu'est-ce que lui préfère dans les options, il pourrait communiquer puis exprimer sa pensée, mais il pourrait pas, par contre, là, la forcer ou, par exemple, appeler dans une clinique pour prendre un rendez-vous pour elle, par exemple. Là, ça, c'est pas possible. Bon, prochaine question et deuxième question, en fait. Est-ce que je peux tomber enceinte même si je prends la pilule? En fait, oui, c'est possible là, de devenir enceinte, même si on utilise une méthode de contraception. Donc, ici, la question, c'est par rapport à la pilule, mais ça pourrait être par rapport à n'importe quelle méthode de contraception. Donc, une personne qui aurait, par exemple, un stérilet, prend la pilule contraceptive, utilise un condom, le timbre, l'anneau, donc peu importe. Malheureusement, il n'y a aucune méthode de contraception qui est efficace à 100%. Dans un monde idéal, on aimerait ça que ça existe là, des méthodes de contraception qui seraient vraiment 100% efficaces, mais à ce jour, ça n'existe pas encore. Donc oui, il y aurait une possibilité de devenir enceinte, par exemple, en prenant la pilule. C'est sûr qu'on peut augmenter le plus possible son efficacité à la pilule contraceptive. Par exemple, si on fait attention de ne pas avoir d'oubli quand on la prend, on n'a pas de retard, des choses comme ça, on peut à ce moment-là améliorer l'efficacité. Aussi, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de la jumeler avec une autre méthode de contraception. Donc, par exemple, le condom. C'est ce qu'on appelle la double protection. Donc, quand on utilise, par exemple, la pilule contraceptive et le condom, ce sont deux méthodes de contraception
elles ne sont pas efficaces à 100% chacune d'entre elles, mais quand on les combine ensemble, on se rapproche vraiment beaucoup du 100%. Puis en plus de ça, on vient se protéger contre les infections transmissibles sexuellement. Donc, c'est encore plus avantageux et plus gagnant. Là. Je vous invite à aller sur notre site internet sosgrossesse.ca. On a une section sur la contraception qui est vraiment super complète. Vous avez toutes les méthodes de contraception avec les avantages, les inconvénients, les taux d'efficacité. Des fois, le fait d'avoir ces informations-là, ça peut nous permettre aussi de voir quelle méthode de contraception m'intéresse le plus, laquelle est la plus adaptée finalement à ce que je recherche dans une contraception. Et après ça, on peut aller voir son professionnel de la santé là, pour pouvoir en discuter davantage. Oui, c'est important de s'informer avant de choisir une méthode là, donc pour que ça soit le plus efficace puis le plus approprié pour nous aussi. Là. Effectivement. Donc, 3e question. Comment j'annonce à mes parents que je suis enceinte? Oui, ça aussi, c'est une excellente question. En fait, c'est à chaque personne d'évaluer un peu son niveau de confort avec ça. Hein. Donc, il y a des personnes qui vont dire, moi, je suis vraiment à l'aise de parler de ces sujets-là avec mes parents, par exemple, des sujets par rapport à la sexualité. Je pense qu'ils vont bien réagir, par exemple, et tout ça. Il y a des gens qui ont un lien un peu plus proche, si on veut, avec leurs parents. Et des personnes qui vont dire, peut-être que moi, j'ai pas nécessairement envie d'en parler à mes parents non plus. Puis ça peut être correct aussi. Nous, souvent, on dit plus aux personnes d'identifier une personne autour d'eux, autour d'elles, à qui ils pourraient en parler, une personne de confiance. C'est pas nécessairement obligé d'être les parents. Ça pourrait être un ou une amie, ça pourrait être une tante, ça pourrait être une intervenante de l'école, par exemple. Donc, quelqu'un en qui il peut avoir confiance là, pour les accompagner là-dedans parce que c'est pas toujours évident là, de vivre ça tout seul. On peut avoir envie d'avoir un accompagnement et de se sentir supporté là-dedans. Si on décide d'en parler à nos parents, on peut peut-être se poser la question, habituellement, quand j'ai besoin de parler d'un sujet plus sérieux avec mes parents, comment je m'y prends? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus propices dans la journée, des environnements, des contextes aussi qui sont plus propices à ça? Ça pourrait être plus facile d'avoir cette communication-là avec les parents. Donc, 4e question et avant-dernière. Si j'ai pris la pilule du lendemain, 2 jours après avoir eu une relation sexuelle sans condom, est-ce que ça va marcher? Ça aussi, c'est une excellente question. Vraiment, vous avez des super bonnes questions. En fait, la pilule du lendemain, là, elle porte très mal son nom parce que souvent, ce qui nous vient en tête en premier lieu, c'est de dire ça s'appelle la pilule du lendemain. Donc, sûrement que j'ai juste 24 heures pour la prendre, puis après ça, il est trop tard. Mais dans les faits, c'est pas vrai qu'on a juste 24 heures pour la prendre. On a jusqu'à 5 jours pour aller chercher cette pilule-là. Au jour 2, elle est encore très efficace. Là, on parle habituellement d'un 85% d'efficacité. Plus on attend dans les journées, donc si on la prend par exemple au jour 4 ou au jour 5, là, elle va diminuer un peu d'efficacité, puis elle va être à peu près là, une chance sur 2 là, d'éviter une grossesse. Mais quand on la prend dans les premiers jours, là, il y a vraiment un très, très haut taux d'efficacité. Puis même à ça, une chance sur 2, c'est quand même pas si mal pour éviter une grossesse. Donc, ça vaut quand même encore la peine d'aller la chercher si jamais on pense qu'on en aurait besoin. Dans quel cas on prend la pilule du lendemain? La pilule du lendemain, en fait, on peut aller la chercher, on appelle ça un peu une solution d'urgence. Donc, c'est, par exemple, lorsqu'une personne aurait eu une relation sexuelle sans méthode de contraception, ou encore si on a utilisé une méthode de contraception, mais que celle-ci n'a pas fonctionné pendant la relation sexuelle. Donc, par exemple, on aurait utilisé un condom, mais le condom aurait glissé ou se serait brisé pendant la relation. Ou encore, on prenait la pilule contraceptive, mais on s'est rendu compte qu'on a oublié des comprimés dans les derniers jours, puis là, on se demande si la pilule elle serait encore efficace, par exemple. Donc, ça, c'est des cas où on pourrait aller chercher là, la pilule du lendemain. Où est-ce qu'elle peut être disponible, cette pilule-là? Oui, il y a plusieurs endroits. On peut la trouver en pharmacie. Donc, elle n'est pas en vente libre, par exemple. Donc, il faut aller la demander au pharmacien. Et le pharmacien peut nous la prescrire directement. Si on passe par cette option-là, d'aller voir le pharmacien, c'est possible qu'on ait certains coûts à débourser. Souvent, on parle environ d'un 20 à 30 $ là, à ce moment-là. Sinon, il y a d'autres options. Pour aller chercher la pilule du lendemain, on pourrait également aller voir un médecin, donc aller par exemple au CLSC. S'il y a une infirmière scolaire dans notre école, elle pourrait également nous la prescrire. Puis aussi, on peut aller au CLSC dans un endroit qui s'appelle la clinique jeunesse, qui est un service qui est souvent très peu connu, mais vraiment un super beau service. En fait, la clinique jeunesse du CLSC, c'est une clinique qui est spécialisée dans les services en santé sexuelle pour les jeunes de 12 à 25 ans. Donc, eux, ils voient seulement des jeunes. C'est des infirmières, des médecins qui travaillent juste avec cette clientèle-là. Donc, ils sont habitués.
Puis, il offre des services comme, par exemple, prescrire la contraception, faire des tests de dépistage pour les infections transmissibles sexuellement, prescrire la pilule du lendemain, faire des tests de grossesse. Donc, tout ce type de services-là. Donc, ça pourrait aussi être un endroit où on pourra aller la chercher. Puis, lorsqu'on va vers les professionnels de la santé, mais à ce moment-là, c'est gratuit, là, la pilule du lendemain. OK, bien c'est bon à savoir. Dernière question. Comment ça se passe un avortement? Comment ça se passe un avortement? OK. Ouais. Donc, lorsqu'une personne est enceinte, puis elle décide d'interrompre sa grossesse, elle va prendre rendez-vous là, dans une clinique d'avortement. Elle n'a pas besoin d'aller voir son médecin de famille ou d'avoir une référence quelconque. Elle a seulement à appeler à la clinique. On va lui demander son numéro d'assurance maladie. Si jamais elle a la carte, à ce moment-là, ça va être remboursé, donc ça va être gratuit l'intervention. Il y a toujours un premier rendez-vous. C'est un peu un rendez-vous d'évaluation. Et la personne, elle va rencontrer 3 professionnels de la santé. Donc, pour commencer, elle va rencontrer une travailleuse sociale. La travailleuse sociale, elle est là un peu pour regarder, est-ce que la décision de la personne, elle est libre et éclairée? Est-ce qu'elle a eu de la pression de quelqu'un? Est-ce qu'elle est certaine de sa décision? Donc, c'est pas pour la faire changer d'idée du tout, mais vraiment juste pour s'assurer que la personne, elle est bien. Puis si jamais elle a envie de parler de sa situation, bien, c'est aussi une opportunité pour le faire. Après ça, il y a aussi un rendez-vous avec l'infirmière. Donc, elle va rencontrer l'infirmière sur place. L'infirmière, elle va faire plusieurs tests de santé. Donc, un bilan sanguin, un test d'urine. Elle va aussi regarder, est-ce qu'il y aurait la présence d'une infection transmissible sexuellement? Si jamais il y en avait une, on pourrait la traiter avant l'intervention pour s'assurer, en fait, qu'elle ne se propage pas, là. Donc, c'est un peu le but de cet examen-là. Puis également, on va regarder avec la personne au niveau de la contraception. Parce que si la personne elle voulait avoir une méthode de contraception pour le futur, on pourrait lui prescrire directement sur place. Une fois que ça c'est fait, ensuite, la personne elle va rencontrer le médecin. Puis le médecin, il va faire ce qu'on appelle une échographie de datation. Donc, en fait, il va pouvoir valider la personne est à combien de semaines de grossesse, puis pouvoir prendre les mesures nécessaires là, pour l'interruption de grossesse en soi. Ensuite, on donne un deuxième rendez-vous à la personne, qui est souvent là, quelques jours plus tard. Et c'est cette journée-là qu'elle va avoir lieu, l'interruption de grossesse. On parle environ d'un 10 à 15 minutes dans la salle d'intervention. Puis par la suite, la personne elle va dans une salle de repos. Elle reste là environ 1 heure. Il y a une infirmière qui circule, qui voit si tout se passe bien pour la personne. Puis par la suite, la personne peut rentrer à la maison. Il n'y a pas nécessairement de temps de convalescence en tant que tel. Donc, c'est à chaque personne d'évaluer un peu comment il se sent par rapport à ça. Mais au niveau physique, c'est quand même quelque chose d'assez mineur comme intervention. Donc, les personnes pourraient reprendre l'école ou le travail là, dans les jours qui suivent sans problème. On a parlé du nombre de semaines. Y a-t-il un nombre maximum de semaines pour l'interruption de grossesse? Ou... Au niveau légal, il n'y a pas un nombre maximal de temps au-delà duquel une personne ne peut plus avoir accès à l'interruption de grossesse. Donc, ça, c'est important à savoir. Ensuite, dans les faits, mais chaque clinique au Québec qui fait l'interruption de grossesse le fait jusqu'à un nombre de semaines qui est déterminé par l'équipe médicale en place. Donc, par exemple, il y a certaines cliniques qui vont offrir l'interruption de grossesse jusqu'à, par exemple, 12 semaines de grossesse. D'autres qui vont l'offrir jusqu'à 15, d'autres qui vont l'offrir jusqu'à 20. Et les cliniques qui l'offrent au plus longtemps dans la grossesse, si on veut, ça va jusqu'à 24 semaines de grossesse. Si une personne serait au-delà de 24 semaines de grossesse, mais souhaiterait avoir accès à l'interruption de grossesse, ce serait possible, mais il faudrait que la personne se déplace aux États-Unis pour avoir accès là, à l'intervention. Parce que c'est pas quelque chose qui est offert au Québec. Là. Mais c'est pas illégal. Donc, c'est vraiment important de comprendre là, que ça a été décriminalisé, l'interruption de grossesse. Donc, il n'y a pas de délai maximum au-delà duquel on ne peut plus y avoir accès. Si c'était pas d'autre chose, ça mettrait fin à la capsule aujourd'hui. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci à vous deux. Ben, merci. Puis très clair, très apprécié de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui, n'oubliez pas de partager la capsule et de liker aussi si vous avez aimé ça. Et on se revoit pour un prochain thème. Bye bye! Bye.